Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir au féminin. Je suis Nelly Gimnez, la créatrice du podcast, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la suite de l'épisode enregistré avec Sandrine Lilienfeld, dont vous avez eu le premier épisode il y a 15 jours. Celui-ci sera donc sur la suite de son parcours. Très belle écoute! Dans cette société, il se passait un truc entre le personnel et moi. On s'est vraiment battu pour essayer de trouver des repreneurs. Bon, on a échoué, on n'a pas réussi, mais on a vraiment essayé. Et c'est la boîte que j'ai portée jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la liquidation. Cette boîte n'aurait pas dû disparaître, hein. Vraiment. D'ailleurs, vous avez vu, il ne se passe pas ça quand les autres disparaissent. Là, les 3 jours de liquidation, de fermeture, on a fait un chiffre d'affaires, plus de 20 millions. Il y avait la queue devant les magasins, les équipes étaient noyées de fleurs, de chocolat. Donc c'était vraiment une société qui avait l'amour de ses clients, qui avait un positionnement particulier sur le marché. D'ailleurs, les clients sont toujours en deuil de ce qu'ils pouvaient trouver chez Camaïeu. C'était pas de la mode, mais c'était les bons basiques, le bon rapport qualité-prix, le service magasin incroyable. C'est la meilleure équipe de vente que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, donc c'était triste. Ça m'a brisé le cœur. Et d'un autre côté, je suis contente d'avoir été là, à leur côté pendant 10 mois. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux, vraiment fabuleux. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir pour moi c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir mais de mettre en lumière ceux des autres ? Je suis assez impressionnée dans votre parcours. Vous avez vécu plein d'univers différents, ce qui est intéressant parce que vous avez été que dans le textile et donc on voit qu'un secteur n'est pas un univers. Oh, il y en a qui sont plus homogènes que d'autres, mais pour le coup là, ça a l'air très différent. J'ai cru comprendre, et vous l'avez dit, que vous voyez DG. C'est-à-dire qu'à un moment, chez Etam, vous vous êtes dit non, moi en fait, je veux aller plus haut. Vous êtes projeté en tant que DG. Vous avez eu un parcours pas forcément évident partout. Et malgré tout, j'ai cette impression, en tout cas vous me donnez cette impression, d'avoir toujours gardé cette confiance. Alors chez Gérard Darrel, j'ai compris que c'était un peu moins, mais d'avoir cette confiance de dire je suis à la bonne place, en tant que DG je vais réussir et je continue en fait. Et déjà, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Et puis qu'est-ce qui fait selon vous gardez cette confiance au fur et à mesure des univers que vous rencontrez? Je pense qu'il y a une question de personnalité et d'éducation. Moi je viens d'un milieu assez modeste, mais je viens d'un milieu où j'ai eu une mère juive qui m'a dit tous les matins combien j'étais extraordinaire. Et non mais c'est un truc de dingue, parce que moi dans plein de recrutements et dans plein de collaborations, j'ai pensé, mais toi, ta maman, elle t'a pas suffisamment... Bon, moi, j'ai pas eu de papa, mais... Ou ton papa, je sais pas, ils t'ont pas suffisamment dit que tu étais bien, quoi. Donc, moi, à la base, je pensais que je pouvais tout faire. Parce que c'est mon modèle d'éducation, enfin, je veux dire... donc, il y a ce truc d'éducation. Donc, du coup, ça doit être quelque part... presque génétique, je ne sais pas, parce que je pense que sa mère aussi lui avait fait la même chose à ma mère. Ensuite, je pense que j'ai un tempérament, du fait de mon histoire, assez positif, qui fait que moi, quand ma mère est enceinte de moi, mon père meurt d'un accident. Donc, je nais dans le drame. Donc, j'ai conscience très vite, pendant toute mon enfance, que ce qui est vraiment grave, c'est la mort ou vraiment une très grave maladie. Donc, j'ai tendance à juger que souvent, les choses ne sont pas graves. Mon énergie n'est pas pénalisée par le choc de mon Dieu comme c'est grave, etc. Parce que je trouve naturellement que tout n'est pas si grave. Donc quand vous trouvez que tout n'est pas si grave, vous avez plus d'énergie pour résoudre les problèmes et vous êtes moins en panique. Du coup, j'ai pas peur. J'ai pas peur de tromper parce que au fond de moi, on m'a toujours dit, et donc du coup je le sais parce que j'ai testé, que quand on se trompe, c'est réparable et que j'ai la capacité de réparer. Donc c'est cette espèce de confiance que j'ai en moi, mais que je donne aux autres, parce que face à quelqu'un qui dit je me suis trompée, c'est pas grave, parce que les gens, ils ont tendance à dire attends, elle se trompe, c'est pas grave. Donc je pense que c'est plus lié à mon histoire personnelle. Ensuite, je trouve que les succès renforcent. Moi, je suis hyper fière de mes succès. Je peux me dire oh, on a été trop fort là. Mais me le dire parce que je le pense. Je pardonne aux autres et je me pardonne mes échecs aussi, en disant bon, dans le fond,
on a réussi plein de trucs, c'est pas si grave, on est quand même super. Donc c'est un peu mon tempérament qui est un peu particulier, je le sais. Particulier, après c'est le vôtre. En tout cas, ça vous mène là où vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez fait. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit quelque chose d'écrasant pour autrui, parce que je propose à tout le monde d'avoir cette posture-là. Et d'ailleurs, les gens qui, en échec, restent bloqués sur son échec, au bout d'un moment, ça m'agace. Ok, le temps du deuil est passé. Vous leur laissez un peu de temps quand même pour le deuil. Oui, mais parce que je sais que tout le monde n'est pas comme moi. C'est-à-dire, je leur laisse un peu de temps, je les console, puis après, je leur laisse un peu de temps, mais... Il faut passer à autre chose, quoi. Il y a un moment, il faut passer à autre chose. Sauf face à des choses, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, qui va perdre son conjoint ou son enfant, je n'ai d'aucune consolation. Là, je trouve que pour le coup, c'est tellement grave que je ne sais pas quoi dire. Ça revient sur le sujet de la mort. Ouais. Mais sur les trucs de boulot, bon... On va venir du coup à Camaïeu, dont oui. on va pas parler, qui passe en liquidation au bout d'un an, c'est ça? Vous étiez moi, en je suis poste restée depuis 10 même mois. pas un an, 10 mois. Hein. 10 mois. Alors Camaïeu, ça a été une expérience formidable et à la fois un gros chagrin, parce que j'ai eu un coup de cœur chez Camaïeu, comme ce que j'ai eu chez Etam et Nafna. Vous voyez, c'est quand même en plus de 30 ans de carrière, ça n'arrive pas. Et chez Camaïeu, pourtant une boîte ch'ti du Nord, je suis arrivée, je me suis sentie ultra bien. Camaïeu, c'est moi qui suis allée le chercher, c'est-à-dire que après Carole, quand Carole a été vendue, je me suis dit, bon, t'as envie de faire quoi, etc. J'ai screené le marché, je me suis dit Camaïeu, ça me plaît beaucoup parce que c'est une marque patrimoniale française. Le fait que ça soit du Nord, je suis pas du tout du Nord, mais du coup c'était exotique pour moi. Complètement inclusif depuis toujours. Je me rappelais que moi, quand une de mes filles à un moment a eu des problèmes de poids, on était content qu'il y ait Camaïeu parce que c'était une marque qui offrait à toutes les tailles. Une marque sincère, etc. Très populaire. Donc je me suis dit, tiens, Camaïeu, ça me plairait. Donc j'ai cherché à savoir qui avait la tête, etc. J'ai eu le portable via mon réseau de William Epner. Je l'ai appelé en disant, écoute, on peut se rencontrer. On s'est rencontrés. Il m'a dit, mais c'est moi le PDG, tu veux ma place? Je lui ai dit, ben non, William, mais j'ai entendu dire que vous créez un groupe. Donc peut-être à un moment, tu n'auras pas le temps d'être patron du groupe et à la fois patron de Camaïeu. Donc voilà, rencontrons-nous. Il m'a appelé un mois plus tard en me disant, c'est le moment. Et génial. Voilà. Donc je suis allée le chercher. Mais en revanche, je n'étais pas du tout au courant de la situation. Je sais que le magasin n'était pas bien rempli, qu'il y avait des difficultés de paiement de fournisseurs, mais ce que je ne savais pas, et j'en avais parlé à Willem, qui m'avait dit « Non, mais tu sais, on a eu une cyberattaque, on a des problèmes pour payer, puis on attend le paiement de l'assurance de la cyberattaque, c'est pour ça. » Ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris en arrivant, c'est qu'en plus, il y avait 120 ou 130 millions de loyers impayés, que la boîte était poursuivie par des tonnes de créanciers, que personne n'était payé. Et je ne pouvais pas m'en douter, parce que la boîte venait juste de faire une campagne de pub sur TF1, dépenser des tonnes de fric pour le renouveau de Camaïeu. Il y avait des investissements digitaux colossaux, des investissements marketing colossaux. Le siège social avait été redécoré. Enfin, de l'extérieur, on ne peut pas s'en douter. Mais la réalité, quand je suis arrivée dans cette société, c'est une société un peu avec deux types de personnes. Les dépressifs, les mineurs de fonds, les malheureux qui étaient les comptables, les financiers, les acheteurs, qui, eux, se faisaient insulter en permanence par des créanciers. Des créanciers venaient, menaçaient de se suicider. Enfin, tous les jours, on était assignés. Et puis, les gens du marketing et du digital qui avaient été embarqués par Willem et ses troupes, qui dépensaient sans compter... Des factures qui étaient payées de temps en temps, parce que ces factures-là étaient payées en priorité plutôt que payer de la marchandise. Donc, tout ça, je ne savais pas, mais en tout cas, je suis tout de suite pris au cœur par les gens, surtout la partie mineurs, travailleurs de fonds. Après, les autres, je les ai aimés aussi, mais je les ai fait atterrir. Hein. Avec en plus, une culture, tout le management du groupe venait d'Auchan. Okay. Alors, je pense qu'Auchan, c'est une culture où il faut être positif. C'est-à-dire que moi, Willem me disait toujours... Mais Sandrine, quand tu fais un discours, il faut que ça soit positif. Et je disais, mais Willem, pour moi, le respect vis-à-vis des gens, c'est de leur dire la vérité. Je ne peux pas être positive en disant tout va bien, alors que c'est extrêmement grave. Donc là, très vite, je me suis posé la question, est-ce que je reste ou je vais dans une galère sans fond? Donc, j'ai refusé d'avoir un mandat social, parce qu'il ne faut pas déconner, quand même, mais je me suis dit, j'ai envie de me battre, parce que les gens et l'amour des gens de cette boîte est absolument incroyable. La marque est riche, les clients l'adorent, c'est le plus grand fichier de France. Donc là, vraiment, je me suis battue aux côtés des gens. Les gens, ils sont hyper soulagés que j'arrive, c'était hyper mignon, parce que, en fait, c'est rassurant, quelqu'un qui leur dit la vérité. Et moi, je me rappelle, j'ai dû dire à la directrice de l'offre, écoute Elsa, quand tu fais tes interventions comme ça le lundi, tu réunis ton plateau de 60 personnes, et tu es comme ça, ouais, tout va bien, génial, cette robe, on en a vendu 400. Je dis peut-être que
tu pourrais commencer en leur disant, bon, on a fait moins 50 parce qu'on a moins 50% de stock en magasin. La situation est compliquée. Néanmoins, nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons, peut-être que... Mais elle, c'était juste que, en plus, Willem avait décidé, parce qu'il est habitué à avoir un groupe qui était un puits de financement sans fonds. C'est vrai qu'Auchan, Muliez, il finance sans fonds. Donc, lui, il avait dit que pour piloter une boîte, il n'y avait besoin que de 3 KPI, le chiffre d'affaires, le taux de fréquentation, je ne sais plus quel d'autre. Donc, tout ce qui était gestion, rentabilité, etc., tout le monde s'en tapait. Les investissements du net colossaux, personne ne regardait le fait que le net, il faisait 30 millions de chiffre d'affaires mais perdait 20 millions. Tout le monde s'en tapait. Enfin, c'était le contrôle de gestion avait été désossé, etc. Donc là, j'étais contente quand même d'avoir une nouvelle directrice du contrôle de gestion qui arrivait. Et curieusement, présentée par les gens d'Auchan, elle s'avérait extraordinaire. Donc très vite, on a travaillé, on a tenté de sauver cette boîte. Très vite, j'étais... en opposition avec les gens de HPB. HPB, pardon. HPB, c'était le groupe qui avait été créé, Hermione People Brand. Et donc, c'était nos actionnaires, 100%. Donc, très vite, j'étais en opposition parce que je m'opposais au paiement de fees, parce que ils voulaient que je dise des mensonges et que je ne voulais pas, parce que on hébergeait Gap gratuitement, on prenait toutes mes ressources essentielles, qui ne payaient jamais ses factures. Et qu'il fallait passer en priorité. Donc, il y a eu beaucoup de domaines de friction. Mais en revanche, dans cette société, il se passait un truc entre le personnel et moi. J'ai même eu le soutien de la CGT, parce qu'on m'a dit de me méfier du délégué de la CGT. Alors, c'est vrai il était strong, mais Thierry Civic a été le seul lucide dans le CSE à se battre pour essayer d'obtenir, mais il n'avait pas la majorité, un droit d'alerte, etc. Et pour le coup, j'ai eu le soutien de la CGT, de la délégation du Nord, ce qui n'était jamais arrivé au Rabatron, j'étais hyper fière. Donc voilà, ça a été une histoire où j'ai eu la chance de rencontrer des administrateurs judiciaires fabuleux. Ah, quand même. Fabuleux, mais qui sont arrivés tellement tard que... Ils sont arrivés, je crois, le 28 juillet et ils ont donné jusqu'au 5 septembre pour trouver une solution de repreneur à la boîte, parce qu'il n'y avait tellement pas de trésorerie pour vivre. Sachant que le mois d'août, c'est mort, donc on s'est vraiment battu pour essayer de trouver des repreneurs. Bon, on a échoué, on n'a pas réussi, mais on a vraiment essayé, et c'est la boîte que j'ai portée jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la liquidation. Cette boîte n'aurait pas dû disparaître, hein. Vraiment. D'ailleurs, vous avez vu, il ne se passe pas ça quand les autres disparaissent. Là, les 3 jours de liquidation, de fermeture, on a fait un chiffre d'affaires, plus de 20 millions. Il y avait la queue devant les magasins, les équipes étaient noyées de fleurs, de chocolat. Donc c'était vraiment une société qui avait l'amour de ses clients, qui avait un positionnement particulier sur le marché. D'ailleurs, les clients sont toujours en deuil de ce qu'ils pouvaient trouver chez Camaïeu. C'était pas de la mode, mais c'était les bons basiques, le bon rapport qualité-prix, le service magasin incroyable. C'est une meilleure équipe de vente que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, donc c'était triste. Ça m'a brisé le cœur. Et d'un autre côté, je suis contente d'avoir été là, à leur côté, pendant 10 mois. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux, vraiment fabuleux. Qu'est-ce qui fait, selon vous avez eu la CGT? Non, la délégation. La délégation. Je pense parce que dès le démarrage, j'étais honnête, j'ai pas menti. Parce que toutes mes décisions avaient pour but de remplir le magasin, et la CGT avait très bien compris qu'on s'en sortirait pas si on mettait pas de la marchandise au magasin, parce que sans marchandise, on ferait pas de chiffre d'affaires. Enfin, un truc tout con, mais qui n'est pas de la haute voltige, mais qui n'était pas du tout appliqué, où on me soutenait que cette boîte avait l'habitude de fonctionner avec 7000 pièces par magasin de marchandises. Et il y avait une courbe qui montrait que chez Camaïeu, le chiffre d'affaires était strictement proportionnel au stock qu'on y mettait. Eux avaient déclaré qu'avec 2000 pièces, on pouvait faire la blague. Et moi, je disais que c'était impossible. Et donc, c'est vrai que quelquefois, on a réussi, c'est ça qui m'a fait de la peine, que je suis arrivée en février, au mois de mai, juin, à avoir 4500 pièces en magasin. Là, tout de suite, les chiffres d'affaires remontaient. Mais bon, on arrivait à avoir ça pendant 1 mois. Après, on vendait tout ce qu'on avait, puis on n'avait toujours pas de sous ensuite, parce qu'il fallait qu'on paye tout d'avance, parce que personne ne nous livrait. C'est ça qui est triste. Donc, c'est-à-dire que cette société, il suffisait de mettre de la marchandise au magasin. Alors, pas de la marchandise naze, hein, mais on savait aussi à peu près choisir ce qu'il fallait. Hein. Surtout que c'était un marché de basique, c'était... Donc, il y avait des produits où j'ai jamais vu des performances pareilles. C'est-à-dire que le jean Camaïeu, quand vous en aviez, vous en vendiez 3000 à 4000 pièces dans la semaine. Donc, c'était le t-shirt blanc colvé, vous en vendiez 10 000. Donc, c'était vraiment une société où, si on manquait de ces produits essentiels, on était cuit, quoi. Il était donc OK avec mon diagnostic. Il a vu que j'ai viré les véreux qui dépensaient plein d'argent. J'ai coupé les moyens au marketing, au digital, qui était
cuicui les petits oiseaux et que j'ai mis tous les moyens sur l'approvisionnement de la marchandise, que j'étais respectueuse, lui était l'entrepôt avec les gens de la logistique, et que j'ai été en opposition avec la direction de HPB et que je lui ai jamais menti. C'est intéressant. Moi, j'ai vu des relations avec des syndicats qui se passent très bien. En effet, quand c'est une question de vérité, quand on connaît le terrain, en général, ça se passe très bien. Mais c'est important de le noter parce qu'on a cette sensation qu'il y a un combat permanent, mais pas du tout. Puisque quand les enjeux de la direction et de la CGT, peu importe, des syndicats sont les mêmes, qui sont de sauver une entreprise et de faire que les employés se trouvent bien, en général, il n'y a pas de débat. Il y a toujours des confrontations, mais elles sont saines, quoi. Moi, je pense que si la CGT n'avait pas été muselée parce qu'ils étaient très habiles, en plus chez HPB, il y avait le syndicat Maison et la CFDT, donc ils ont soudoyé FO, ça, c'était pas bien. FO n'avait pas beaucoup de voix, mais les deux autres avaient pas mal de voix. Ils les ont vraiment reçus en permanence, endormis, donné une importance, machin. Et celui avec lequel ça n'a pas marqué, c'était la CGT qui était minoritaire, mais qui était lucide. Et moi, je suis pas une amoureuse de la CGT. En fait, je m'en fous de la couleur syndicale des gens. Mais là, il y avait une équipe qui a extrêmement bien fait son travail. Alors c'est vrai qu'il y avait des revendications aussi très politiques, oui, ça, c'est mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça a été le syndicat le plus alertant, et s'il avait été écouté, il y aurait eu un droit d'alerte. Je pense que Camaïeu, c'était vraiment un dossier emblématique et que peut-être, si on avait écouté la CGT, l'histoire aurait été un peu différente. Je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que si la boîte avait eu 3 à 6 mois de plus pour trouver un repreneur, il y avait une chance. Il y a Célio qui a racheté une partie des magasins, non ? Non, Célio a racheté la marque. Ah, il a racheté la marque, okay. Et a refait un concept Camaïeu avec des corners dans les boutiques Célio pour faire... Le constat de Célio, c'est que les marques puissantes sont hommes et femmes. Ils donnent comme exemple Uniqlo, Zara. Donc, ils veulent être hommes et femmes. Camaïeu, c'est le nom le plus populaire qui soit. Donc, ils ont fait un Camaïeu. Ils surfent sur l'affectif de Camaïeu. C'est pas tout à fait du Camaïeu. Ils n'ont pas embauché de gens de chez Camaïeu. Donc, mais ce qu'ils font est très bien. Ce qui est très bien, mais le personnel de Camaïeu se dit que dans le fond, ça aurait été chouette de reprendre une dizaine de boutiques historiques Camaïeu, de rembaucher des vendeuses Camaïeu. Alors c'est vrai qu'au siège, c'était pas possible parce que les gens du siège de Camaïeu sont du Nord. Donc là, je pense que bon. Mais il y a une petite amertume chez les gens de chez Camaïeu, même s'ils sont contents de voir la marque revivre. Donc il y a les deux. Il y a content de voir la marque revivre. C'est vrai que ce que j'en vois, ça a l'air d'être des produits OK, corrects, mais c'est un peu plus du Célio femme qui surfe sur le Camaïeu, quoi. Voilà, c'est... Okay. Mais ça montre qu'il y avait quand même une renommée de la marque, puisqu'elle l'est toujours aujourd'hui. Célio, c'est des gens raisonnables, pas du tout à jeter l'argent par la fenêtre. Ils sont aussi stratèges, donc s'ils ont acheté, c'était parce que c'était la marque qui pouvait leur permettre de faire ça. Comment on fait pour en arriver là ? Moi, je suis quand même hyper perplexe de ce que vous dites. C'est-à-dire que, j'imagine que les directions s'intéressent au contrôle de gestion et aux chiffres et à la rentabilité. Alors, sans critiquer le monde des startups, avec l'idée des startups où on investit plein d'argent et qui peut être rentable à 10 ans, peut-être que ça a changé dans les mentalités. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'une startup, par exemple, fait des levées de fonds jusqu'à être rentable à un moment ou à un autre, ou être vendue. Ce qui a l'air un peu d'être la philosophie que vous m'expliquez là pour Camaïeu. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là sur une boîte qui a autant d'ancienneté, autant de clients ? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une direction se dise on investit puis on verra comment ça se passe ? Qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Ils ont investi sur plein de choses. Mais... Je pense que là, c'est une choc de culture de l'entreprise. On se rend compte un type qui a toujours vécu à crédit, c'est-à-dire qui a toujours acheté une boîte avec un emprunt, ensuite en achetant une autre, en refinançant la première avec la deuxième, etc. Vous savez, cette espèce de pyramide. Pandiskin, là. Ouais, qui a toujours vécu comme ça et dans l'immobilier, pour lui, ça a bien fonctionné, même s'il est endetté de manière incroyable. Enfin, en tout cas, il a fait, à titre personnel, plutôt fortune, avec une vision. Lui, je pense qu'il a eu le même type de mère que moi qui lui a dit qu'il pouvait tout faire. Ça n'a pas eu le même effet, clairement. Donc, beaucoup d'assurance. Bon, c'est un type aussi dans son genre cultivé, brillant. Sauf que pour lui, payer ses créanciers, c'est pas obligatoire. Okay. Il vous dit... il faut tordre le cou à ces bailleurs qui sont des voleurs, on va changer la loi, on ne sera plus obligé de les payer. Enfin, il a quand même une moralité un peu douteuse. Donc, c'est la rencontre avec ce type-là et Wilhelm Ebner, qui a été un grand patron d'Auchan, mais qui a quand même été parti d'Auchan parce qu'il avait quand même creusé, parce qu'il était que axé sur le développement et pas tellement sur la rentabilité. Et Wilhelm Ebner, c'est culture Auchan de 30 ou 40 ans,
Et les Muliez, ils sont absolument remarquables dans leur capacité à financer les sociétés qu'ils ont créées, à les soutenir toujours. Willem, c'est un mec qui a fait une jolie carrière, mais qui a un tempérament perso un peu mégalomane, qui aime les events, se mettre en avant, les opérations marketing, et qui a toujours eu l'impression d'avoir un puissant fond, la poche des Muliez. Sauf qu'il les avait plus. Il ne pouvait pas imaginer qu'à un moment, un actionnaire n'allait pas remplir son rôle. Et je pense qu'il s'est fait embarquer tous les deux. Ensemble, on créait un truc qui n'était pas très vertueux. Okay. Donc là, c'est ça l'histoire. Et un actionnaire qui était aussi habitué à jouer avec les règles légales de manière extrêmement souple, qui était passionné de bataille juridique et de droit, qui était défendu par un super grand avocat, et qui n'était pas du tout gêné, embarrassé à faire des choses borderline, comme demander des aides d'État auxquelles on n'a pas le droit, comme pour avoir des soutiens politiques ou au tribunal de commerce, donner des dossiers remplis de mensonges, etc. Donc je pense que Willem a été influencé. Vous êtes aujourd'hui à votre compte. Qui est-ce qui a mené à cette décision ? Sans doute le fait que j'avais 59 ans. Ok. Ou 58 et demi, que je suis un peu découragée par le fait de devoir dire en tant que femme de 58 et demi, je suis soupçonnée d'être vieille, de ne pas être digitale native, de ne rien comprendre aux nouvelles technologies. J'ai pas envie de me battre pour leur dire, moi, attendez, j'adore les ingénieurs, l'IA, j'ai testé en premier, j'adore les artistes, et puis il y a quand même ma carrière derrière, et donc j'ai pas envie de me défendre d'être vieille ou pas vieille, si vous voulez. Donc, je trouve que la plus grosse problématique de nos jours, le plus grand racisme, ce n'est pas d'être une femme ou d'être black, c'est d'avoir 50 ans et plus. Je pense que c'est les plus gros freins à l'embauche. Et cet agisme dont on parle, à mon sens, trop peu, est un vrai sujet. Je pense qu'il est pire chez les femmes que chez les hommes, mais qu'il est aussi très fort chez les hommes. Peut-être un peu de découragement. Je ne veux pas argumenter sur le fait que je ne suis pas vieille. Voilà, je trouve que c'est hallucinant. Je veux pas du tout ça. Enfin, je veux dire, éthiquement, je m'y refuse. De toute façon, je sens bien que... D'ailleurs, même mes potes chasseurs de tête me disent écoute, Sandrine, très honnêtement, quand on a une recherche de CIO, on nous demande la quarantaine. Ils veulent même pas rencontrer des gens au-dessus. Donc, je sais que c'est comme ça. Donc, ça pourrait peut-être marcher par le réseau, mais plus difficilement. Donc, j'ai cette barrière de l'âge. Aujourd'hui, dans le fond, quand j'ai dirigé pas mal de sociétés, donc j'ai toujours aimé la transmission. Donc, je me suis dit, voilà, je me refuse d'avoir argumenté sur le fait de ne pas être vieille. Et mon âge est accepté dans le management de transition et dans le conseil. Voilà, donc peut-être une solution de facilité, mais je suis trop en colère sur le sujet de l'âge pour... Alors peut-être que j'ai tort, hein, je devrais être militante sur... mais on est quand même sur un monde qui marche sur la tête, c'est-à-dire que on nous explique... Et à juste titre qu'il faut travailler plus pour financer le système de retraite, etc. Et c'est une réalité que j'accepte. C'est vrai que les finances publiques vont mal. Et quelle est la possibilité quand on est sorti du marché du travail et qu'on approche de la soixantaine de trouver un job, je dirais, normal. Il faut pas se voiler la face à cette réalité-là. Donc je trouve que c'est plus compliqué d'être vieille que d'être une femme. Très bien. Sachant que je ne me sens pas vieille. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, d'être perçue comme vieille que d'être une femme. Très bien, je comprends. Je veux juste revenir sur une chose, du coup, sur votre parcours. Parce que vous avez le parcours que vous avez eu. Donc, vous avez évolué que dans le monde du textile ou du prêt-à-porter. Ça représente quoi pour vous, le prêt-à-porter, en fait ? Est-ce que c'est un choix ou vous êtes juste tombé dedans ? Vraiment, je voulais prêt-à-porter aux cosmétiques. Okay. Et d'ailleurs, pendant mes études, j'avais fait des stages marketing en cosmétique, particulièrement chez Shiseido. Et mes jobs d'étudiant, j'étais une grande plante, je suis toujours très grande, mais de 20-25 ans, je faisais des démonstrations de beauté pour des marques comme Payot, Shiseido, etc. J'étais attirée par ça. Et ces démonstrations de beauté étaient faites souvent dans les grands magasins. Donc j'ai hésité entre les deux, et puis au bout d'un moment, j'ai choisi mode. Donc ensuite, mode, ça m'a passionnée. Donc c'est mon histoire aux Galeries Lafayette, chez Etam. Et ensuite, il se passe un truc en France. Donc quand j'ai eu 15-20 ans d'expérience, quand quelquefois je me suis dit, dans le fond, ça serait peut-être sympa de changer de secteur parce que je sais ce qu'est un client, je sais ce que c'est qu'un réseau, je sais ce que c'est qu'un site internet. Là, c'est plutôt le côté français où par exemple, j'étais très intéressée par l'hôtellerie de luxe, par les voyages, par l'univers de la maison, de la décoration, retourner dans les cosmétiques.
surtout des boîtes cosmétiques distribution comme Sephora. Et même quand je rencontrais, par exemple, dans des cas de recrutement, les DRH groupe de LVMH, on me disait « Ah non, mais vous, c'est textile, enfin, votre expérience, c'est textile, donc vous aimez quoi comme marque dans le groupe ?» Donc c'est très compliqué en France de changer de secteur d'activité, ou peut-être il faut accepter une régression de salaire abyssale, ou je ne sais pas. Donc au bout d'un moment, sachant que j'aime ça, je me suis dit, bon, après Darel, je m'étais un petit peu posée et je m'étais dit non, je change. J'avais même rencontré les gens du Club Med parce que je m'étais dit, mais ça, c'est génial. Je trouvais que la marque avait été très esquintée. Je me suis dit, mais c'est comme un réseau de distribution, sauf que les magasins, c'est des clubs de vacances, ça va trop me plaire. Après, j'ai été très aussi intéressée par les maisons de retraite. Vous savez, je trouve que les vieux sont maltraités. Enfin, je trouvais ça avant le scandale Orpi, tout ça. Et je m'étais dit, mais là, c'est tout ce que j'aime, c'est de l'humain, Et au Club Med, on m'avait reçu, trouvé sympathique, mais absolument pas donné suite, effrayée par le fait que j'étais pas une ancienne géo, je ne sais quoi. Dans les maisons de retraite, on s'était posé la question, mais est-ce que vous allez pouvoir vous occuper de personnels qui sont essentiellement des médecins, des kinés, du paramédical? Et moi, je m'étais dit, je vais apprendre les codes. Enfin, les deux sujets qui m'ont vraiment intéressée, voilà, ça a été une chaîne de maisons de retraite et le Club Med, parce que vraiment, ces magasins sur pattes que sont les clubs de vacances, je trouvais ça fascinant. Très bien. Je me posais aussi la question, le milieu de la mode a beaucoup évolué. Vous avez parlé de votre fille tout à l'heure, qui à un moment a eu un certain poids, et du coup, Camaïeu faisait des tailles du coup plus larges. J'ai vu, je crois que c'est chez Carole que vous avez fait évoluer les tailles pour les morphologies. Je me trompe peut-être. Oui. Vis-à-vis de ça, pour vous, comment la mode évolue et quel impact ça a sur les femmes? Parce qu'on sait très bien que la mode, c'est pour ça que j'ai dit en introduction, il y a une notion de pouvoir et de mode aujourd'hui en France. Comment vous voyez ça, en fait, cette évolution des morphologies et des tailles? Alors, je trouve que ça commence à arriver dans le milieu de la distribution bas de gamme et moyen de gamme. Et d'ailleurs, Kiabi fait un travail absolument remarquable sur le sujet, que c'est très récent. Qu'en revanche, c'est une révolution qui n'est pas du tout arrivée dans le milieu du luxe abordable et du luxe en général, où vraiment être chic, c'est faire une taille 0. Je trouve qu'on est encore très timide sur les sujets d'inclusion, sur du type pantalon plus facile pour les gens en fauteuil roulant, ou accessibilité des magasins. Enfin, on n'est pas tellement fort sur le sujet. Mon sentiment, c'est que il est de bon ton d'en parler, mais que dans les faits, il y a très peu d'acteurs qui sont sur le sujet. Et toutes les marques un petit peu branchées ou luxe abordable ne sont absolument pas sur le sujet. Avec plusieurs raisons. Une des raisons qui est, comme le luxe, c'est quand même plus chic de faire du 34 au 38. Une deuxième raison, c'est que toutes ces marques-là ont comme pays de développement privilégié les pays d'Asie. Et en Asie, il y a plus de crevettes. Je trouve qu'on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ça bouge pas suffisamment vite. Il y a des marques qui, je trouve, évoluent bien. Par exemple, Etam Lingerie, je trouve que commence à appréhender la réalité d'un corps féminin de manière plus militante qu'avant. On trouve plus de bonnets, plus de largeur de dos. Mais par exemple, le numéro 1 sur le secteur, Zara, est absolument nul sur le sujet. Les marques du Sud sont souvent moins avancées que les marques du Nord. C'est vrai que toutes les galaxies H&M avec l'Écosse, etc., est plutôt plus avancée. Donc, pas forcément parce que plus généreux, c'est que les gens sont plus ronds et plus grands dans ces pays-là. Donc, voilà, c'est un sujet dont il est bon ton de parler, mais qui n'est pas encore pris en main. Enfin, si on est honnête, je pense qu'une cliente d'une taille 48 va aux Galeries Lafayette et cherche à s'habiller en dehors du petit rayon femme forte, qui est un peu déprimant. Je pense qu'on a des difficultés, ce qui est très différent des États-Unis. Enfin, là, j'étais au mois de mars, j'ai fait un road trip au Texas et c'est une réalité complètement différente. Je vais vous poser ma dernière question, qui est que souhaitez-vous voir changer dans la société et les organisations pour plus d'égalité, très largement? Pas forcément femmes-hommes, puisque j'ai vu que vous aviez plein de sujets sur l'égalité. Alors moi, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur. Ces deux sujets d'inclusion que sont l'âge et le handicap. Le handicap, pas parce que ça a été à la mode récemment, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui me met très en colère sur Paris,
où on en parle beaucoup et où on ne fait rien. Moi, j'ai eu la révélation quand je suis allée à Stockholm il y a une dizaine d'années, où toutes les stations de métro sont accessibles aux handicapés. Là, on s'enorgueillit alors qu'on va avoir 5% ou 7% des stations de métro accessibles. Je trouve que Paris devient une ville de bobos trentenaires qui exclut totalement les gens plus âgés ou les handicapés. Et autant je suis sensible au sujet green, autant je suis sensible au fait qu'on facilite la vie des gens plus fragiles. Donc si on ne peut plus se garer pour aller chercher sa vieille mère de 90 ans et l'emmener chez le gériatre, je trouve que c'est un problème. J'avais déjà été sensible au sujet de l'accessibilité quand j'ai eu mes jumelles, parce que j'habitais Paris. Allez vous balader avec une poussette double dans Paris, c'est juste infernal. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et le sujet de la GIZ, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui est très excluant vis-à-vis des gens plus âgés. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'Espagne, où on se reçoit moins à la maison, mais où on se retrouve dans des bars à tapas ou dans des restaurants, où là, c'est multigénérationnel. J'aime beaucoup la Finlande, où les maisons de retraite sont souvent construites à côté du resto universitaire et de la crèche, et où, du coup, ils mangent dans le même lieu, etc., et où c'est beaucoup moins excluant. Donc voilà, il y a deux exclusions que je trouve très injustes en France. Et puis, sinon, j'ai une préoccupation très forte sur le sujet du communautarisme, qui en France devient un sujet absolument épouvantable. C'est pas notre culture, on n'est pas américain, et qui m'inquiète beaucoup. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.